Alerte maximale, le voile se déchire. Tu pensais avoir tout vu? Accroche-toi. L'histoire que tu t'apprêtes à entendre risque de pulvériser tout ce que tu croyais savoir sur les coulisses du R&B, du hip-hop et de ce qu'on appelle l'entertainment. Tout est allégué, bien sûr. Mais si ne serait-ce qu'un fragment est authentique, alors c'est un empire bâti sur des trophées dorés qui repose en fait sur une crypte d'abus, de secrets et de silence achetés. Chapitre 1. Le cri d'Usher. Usher Raymond IV. Voix d'or, sourire millionnaire, carrière pavée de tubes, et cicatrices invisibles, gravées plus profond que ses propres cordes vocales. Il vient de lâcher la phrase qui retourne la table. On m'a volé mon adolescence. Je n'ai jamais vraiment grandi. On m'a transplanté dans une cage tapissée de diamants. Pourquoi aujourd'hui? Parce que, selon lui, la forteresse Combs vacille. Des plaintes civiles s'empilent, des noms jadis intouchables perdent leur vernis, des gardes du corps trop longtemps muets revendent leur mémoire pour le prix d'un SUV. Usher comprend que la fenêtre pour raconter sa version est minuscule. S'il la laisse se refermer, quelqu'un d'autre écrira l'histoire à sa place. Chapitre 2 Flashback. Le Flavor Camp. Atlanta crépite sous un été dément quand la Reed, oracle des hits, décide que son poulain doit sentir la rue. Traduction. Envoyer un gamin de 14 ans dormir chez la rockstar la plus noctambule du continent. Officiellement, c'est un stage artistique. Officieusement, c'est un baptême du feu. Imagine, un loft new-yorkais sur 3 étages, mur miroir, canapé crème, bar ouvert dès midi. Dans les coins, des visages célèbres et trop adultes, des rires nerveux, l'odeur de la fumée qui colle au rideau de velours. Dans la chambre, pas de serrure intérieure. Dans le salon, un gardien patibulaire qui photographie chaque nouvel arrivant. Usher note tout malgré lui. Pseudonyme codé, rituel de bienvenue, canapé qui disparaissent à l'aube couvert de taches indéfinissables. Un mois plus tard, le môme tient déjà des secrets qui pèseraient 100 kilos sur les épaules de n'importe quel adulte. Il chante encore juste, mais ses yeux clignotent plus vite qu'avant, comme s'il réenregistrait chaque détail dans une mémoire de survie. Chapitre 3. La nuit de l'hôpital. Le soir tombe, la playlist avale le volume maximum, les murs vibrent. Brusquement, une dispute éclate derrière une porte qu'on claque. On monte le volume pour couvrir les pleurs, on rit plus fort pour chasser le malaise. Mais vers 4 heures du matin, un jeune corps gît au sol. Ambulance. Couloir d'hôpital. Diagnostic verrouillé dans un classeur d'avocats. Les médias reçoivent un communiqué, épuisement et légère déshydratation. En interne, c'est une autre histoire. On évoque des lésions internes, des traces dans des zones où personne ne devrait jamais être blessé. Le rappeur en chef décroche un chèque, le service de presse impose un blackout, et le gamin disparaît soudain de la vie publique pendant des semaines. Quand il revient, il danse plus férocement, mais garde la bouche fermée sur la part sombre du refrain. Chapitre 4. La machine à silence. Comment enterrer une vérité? D'abord, un accord de confidentialité plus épais qu'un bottin. Ensuite, des cadeaux, Rolex, SUV, avance sur royalties. Enfin, la peur. Tu parles, tu disparais du programme radio, de Spotify, des lines UPS de festival. Tout artiste flirte avec la famine. La moindre menace d'exil médiatique suffit à faire plier les égos les plus durs. Dans ce labyrinthe, Usher grandit. Il apprend à signer sans lire, à sourire quand on lui donne un surnom qu'il déteste, à rire quand un producteur glisse une blague sale sur un mineur trop mignon. Quitter le navire n'est pas une option. Le contrat ressemble à une laisse d'or. Chapitre 5. Interlude. Le miroir déformant. Projette-toi. Tu as 15 ans, tu vaux déjà des millions pour ton label, mais 0 voix au chapitre. Tes posters recouvrent la moitié des chambres d'ados du pays, mais tu n'as pas le droit de décider qui t'accompagne en coulisses. On te dit, tu veux être une star? Alors fais ce qu'on te dit, ferme-la et signe ici. Combien de promesses d'enfants sacrifiés sur l'autel du succès se sont glissées dans les interlignes de ces contrats? Les avocats écrivent, toute activité incluant, sans illimité, la participation aux événements promotionnels choisis par la société. Traduction. Si on t'invite à 3 heures du matin dans un jacuzzi rempli d'inconnus, c'est promotionnel. Chapitre 6. Justin Bieber. Le mouton blanc. Internet sature de covers YouTube d'un blondinet au sourire caramel. Scooter Braun repère le filon. Usher flaire l'occasion de jouer le mentor rédempteur. Il appelle son grand frère. J'ai un prodige, on va l'endurcir. Entrée du jeune Bieber dans le couloir interdit.
48 heures de pension complète. Clé de Lamborghini, blague graveleuse, verre de champagne à moitié plein qu'on pousse vers les lèvres encore mineures. Le gamin rit pour ne pas faire tâche. Caméra off, les voix baissent. Un témoin raconte qu'on a fouillé sa veste pour vérifier qu'il ne portait pas de micro. Des années plus tard, Bieber affiche un dégoût glacé à l'évocation du mogul. « Je veux rien avoir à faire avec ça ». En privé, il relit cette nuit comme une fracture originelle. En public, il récite la ligne officielle. « Tout va bien, je suis un survivor ». Chapitre 7. La soirée des censures. Dîner privé. Lumière tamisée. Neuillot, Usher, un producteur légendaire et Didi trône autour d'un carpaccio hors de prix. Au centre, la compagne du magnate encaisse un coup violent en plein plexus. Silence. Personne ne se lève. La scène est si absurde qu'elle semble surréaliste, mais c'est précisément ce que racontent deux témoins de service. Après le choc, l'addition tombe, les gardes du corps encadrent, les voitures sortent en file indienne. Le lendemain, personne n'en parle. Les artistes tweetent des smiley, le label diffuse le single du moment, et la victime disparaît des radars. Omerta absolue. Parce qu'un mot de travers peut coûter des contrats de sponsoring, des deals de parfum, des propriétés en bord de mer. Chapitre 8. Psyché Combs. Mère, fils et confusion. À quoi ressemble une frontière floue? À un live Instagram où un fils embrasse sa mère sur la bouche avant de plaisanter sur leur virée au strip club. Il vante la souplesse de la matriarche, évoque l'idée d'un show de télé-réalité où il castrait les prétendants. Fou rire gêné, commentaires désactivés, replay coupé. Certains y voient l'extravagance d'un showman sans filtre, d'autres, un indice d'une confusion des rôles si extrême qu'elle dégouline sur tous les rapports familiaux. Les fils roulent dans des bolides avant même d'avoir leur permis, arborent des montres qui valent un duplex, et posent dans des photos où leur regard exprime à la fois le luxe et la lassitude. L'argent coule à flot, le silence encore plus. Chapitre 9. La galaxie des freak-offs. Rumeur insistante. Didi organiserait des freak-offs, soirées triées sur le volet où tout est possible, où les portables sont enfermés, où les mineurs triés sur photo se voient remettre un bracelet VIP. Les fuites décrivent. Canapé en nu, miroir au plafond, contraposé à l'entrée pour garantir le droit à l'image. On rit, on boit, on teste les limites. Les DJ enchaînent les hits, pendant qu'au fond, des deals plus sombres s'échangent en chuchotant. Certains sortent à gare au matin, d'autres signent un nouveau contrat de distribution magique quelques semaines plus tard. Coïncidence? Chapitre 10. Maître et gardien. Dans l'ombre, il y a les gardes du corps. Montagne de muscles qui voient tout, entendent tout, mais jurent de ne jamais écrire une ligne. Sauf quand le temps passe, que les cachets s'évaporent et que le besoin de laver son âme dépasse la gêne. L'un d'eux décrit: on entrait code rouge quand des mineurs étaient présents. On débranchait les caméras internes sauf celles du patron, reliées à un disque dur personnel. Un autre raconte la règle officieuse: si ça hurle, monte la musique. Si ça saigne, baisse la lumière. Il ajoute: j'ai gardé la liste des plaques d'immatriculation. On ne sait jamais quand la vérité aura besoin d'être prouvée. Chapitre 11. Les procès qui montent en température. Depuis 2 ans, les assignations tombent comme la grêle. Un ancien producteur réclame des royalties non payées, une ex-compagne déterre une plainte pour violence sexuelle, un assistant anonyme fournit des captures d'écran ou un manager ordonne de laisser entrer la marchandise. Chaque nouveau dépôt de plainte ouvre une fenêtre médiatique que les victimes d'hier utilisent pour se regrouper. Les avocats de la défense contre-attaquent, motion pour vice de procédure, tentative de renvoi hors juridiction, chèque de confidentialité glissé sous la porte. Mais la digue se fêle, l'opinion publique veut du sang, ou au moins des aveux. Les hashtags s'envolent, et chaque trending topic ajoute une pression que même les diamants ne peuvent absorber. Chapitre 12. Le réveil des micros. Vieille cassette, mini-disque, mémos vocaux sur BlackBerry, tout refait surface. Un ingénieur son anonyme vend un enregistrement où l'on entend des suppliques d'un adolescent qu'on reconnaît à peine. Un DJ ressort une vidéo VHS d'une fête de 1996. On distingue un gamin qui ressemble trop à Usher, visiblement mal à l'aise. Les experts audio se préparent à authentifier, les juges hésitent à admettre ces reliques comme preuve, mais le simple fait qu'elles existent change la donne. La mémoire collective de l'industrie n'est plus un secret partagé par quelques-uns, elle devient un puzzle à ciel ouvert où chaque pièce retrouvée peut enclencher le domino final. Chapitre 13. Usher, CLE accent aigu ou grenade. Sera-t-il l'étincelle ou le fusible? Victime cruciale,
il pourrait devenir témoin vedette. Mais parler, c'est aussi risquer de remettre en cause ses propres silences passés, ses contrats fructueux, ses sponsors actuels. En coulisses, ses proches murmurent qu'il négocie une protection rapprochée, qu'il exige des garanties écrites pour sa famille. Sur scène, il serre la main de fans en extase, mais la sueur dans son dos n'est plus seulement celle de la performance. C'est la peur d'un micro ouvert captant un mot de trop, la crainte d'une enveloppe suspecte déposée sur son pare-brise. Chapitre 14. Bieber et la ligne de fissure. Justine, aujourd'hui mariée, barbe méticuleuse, prêche la foi et la santé mentale. Mais derrière les posts Instagram sages, le souvenir de la nuit new-yorkaise pulse toujours. Il consulte un thérapeute spécialisé dans les traumatismes complexes, compose des morceaux jamais publiés où reviennent les mots pièges et Lamborghini. Ses avocats l'exhortent à garder le drame hors micro, mais le chanteur sait que trop se taire, c'est participer. Ses fans l'implorent, dis-nous tout. Il hésite. Chaque mot peut activer une clause de silence plantée comme un fil barbelé autour de son fortune. Chapitre 15. Les 3 scénarios d'Apocalypse. Déballage total. Les témoins se mettent en file. Les preuves audio-vidéo entrent au dossier. Le jury entend des détails qui hérissent les cheveux. L'empire s'effondre, catalogue saisi, logo retiré, statut fondu. Marché du siècle. Un accord secret de plusieurs centaines de millions, signé après minuit. Les plaignants reçoivent, jurent de ne plus parler, s'exilent. Didi concède un mea culpa vague, disparaît 6 mois, revient rebrandé philanthrope. L'industrie respire, la boucle recommence ailleurs. Procès marathon. 10 ans de joutes, d'appels, de motions. Les victimes vieillissent sous les néons du tribunal. Les médias se lassent, mais l'histoire reste en suspens, cicatrice ouverte que personne n'ose toucher. Les labels réécrivent l'histoire dans les rééditions luxe, gommant les visages problématiques des pochettes. Chapitre 16. Les leçons qu'on ne veut pas apprendre. Au-delà des noms qui brillent, il y a une industrie qui capitalise sur la jeunesse, la naïveté, la loyauté aveugle des fans. Combien de carrières sont bâties sur des bancs d'école désertés, des familles qui croient aux rêves américains? Combien de contrats signés avant la première crise d'acné? Si l'affaire explose, elle posera la question clé. Combien d'adolescents faut-il sacrifier pour un hit numéro 1? Et le public devra regarder son propre reflet, car chaque streaming, chaque billet de concert, chaque parfum sous blister nourrit la machine. Chapitre 17. L'appel final. Tu as tenu jusqu'ici? Alors tu portes déjà une part de cette vérité. Ne détourne pas le regard. Chaque partage, chaque commentaire, chaque coup de projecteur compte. La peur prospère dans l'ombre, la lumière la dissout. Refuse le confort du doute. Exige des comptes. Parce qu'un empire peut acheter le silence d'un témoin, mais pas la voix de milliers. Parce qu'un hit peut se hisser en haut du top 50, mais pas recouvrir le grondement d'un cœur de survivant. Parce que la justice prend parfois du temps, mais elle avance un pas de plus à chaque histoire racontée. Épilogue, le coup de tonnerre annoncé. La prochaine conférence de presse pourrait tout changer. Un disque dur oublié, une signature qui manque, un enregistrement fuité. Parfois, il suffit d'une étincelle pour incendier une forteresse. Alors reste à l'affût. Aime si tu refuses l'omerta, partage si tu veux briser le cycle, abonne-toi si tu veux voir tomber le rideau. Et souviens-toi, tout est allégué, jusqu'au jour où les portes de la salle d'audience s'ouvrent. À ce moment-là, il ne restera que les faits, le verdict et la poussière des illusions. Nous serons là pour compter les ruines ou applaudir la renaissance, si quelqu'un ose enfin reformer l'industrie sur des fondations saines. En attendant, le compte à rebours continue de clignoter, seconde après seconde, au-dessus du trône de l'empereur Bad Boy. Fin. Ou simple intermission avant l'acte final.